j'aimerais vous faire passer un message avant que cette vidéo ne commence. Si vous êtes fan de Naruto, je vous ai déjà présenté le jeu Naruto Combat de Ninja. Ce n'est pas une vidéo qui vous fait la publicité du jeu, mais au contraire, je vous dis qu'il y a un tournoi sur le jeu. C'est un tournoi officiel en collaboration avec les équipes qui ont créé le jeu, Topi Games, et les magasins de revente La Grande Récré. Il y a en tout 15 000 € de cadeaux à gagner, répartis sur 1000 lots. Les qualifications pour le tournoi ont lieu ce 15 octobre 2022, la finale aura lieu le 6 novembre. Pour y participer, c'est super simple, je vous mets un formulaire en description. J'ai cru comprendre que certains magasins La Grande Récré pouvaient aussi vous inscrire sur place. Je vous mets vraiment tout ce qu'il faut en description. Le formulaire de participation qui est super rapide, il n'est pas casse-tête, qui vous demandera en gros le magasin dans lequel vous voulez participer, etc. Le règlement qui sera appliqué durant ce tournoi et les infos pratiques qui l'entourent. Du coup, si vous aimez bien ce jeu Naruto Shippuden, eh bien n'hésitez pas à aller participer au tournoi, je pense que vous avez vos chances d'y gagner quelque chose. Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle à nouveau du film Dragon Ball Super Héros, mais dans une optique différente de celle avec laquelle on s'était retrouvé il y a peut-être un bon gros mois en arrière, à savoir que ma review du film est déjà sortie en plein mois d'août, car j'avais pu voir le film au cinéma en Angleterre. Le lien de cette vidéo se trouve en description, je sais que certains d'entre vous attendaient d'aller la voir après l'avoir vu une fois qu'il était sorti au cinéma en France, et c'est justement chose faite. Le film est sorti dimanche dernier en avant-première en France. Ce mercredi 5 octobre était sa sortie nationale et j'en ai profité moi-même pour aller consolider, si vous voulez, mon expérience Dragon Ball Super Héros au cinéma. Et j'ai été le voir 2 fois, ce qui me fait au total 4 visionnages. Une première fois en japonais sous-titré en Angleterre, une seconde fois toujours en Angleterre en IMAX, encore une fois japonais sous-titré, dans la plus grande salle IMAX du Royaume-Uni. Pour faire le tour du sujet, il me manquait la version KDX, il me manquait la version française, doublée par nos comédiens de doublage que nous apprécions depuis tant d'années, et j'ai voulu pousser l'expérience à son paroxysme car je vous avais expliqué que en Angleterre et dans plusieurs pays anglophones, Toei Animation ne sait pas, et ce depuis des dizaines d'années, convertir ces fichiers vidéo correctement, ce qui fait qu'ils arrivent là-bas avec une sorte de teinte verdâtre. Même quelque chose de très blanc comme de la neige apparaît comme vert à l'écran, ce qui vient quand même pas mal dénaturer l'image. Alors résultat des courses en France, j'ai groupé la KDX et la VF et j'ai été le voir ensuite en VOST-FR IMAX sans cette fameuse teinte verte. Je peux donc vous en faire un retour ultra complet et à la fin de cette vidéo là, je vous conseillerai en toute subjectivité de par mon propre vécu sur la ou les séances, si jamais vous en avez la volonté et la possibilité, que je vous conseille de faire et celles qui me semblent un petit peu plus anecdotiques. En tout cas, avant d'en arriver à cette conclusion, quelque chose de très important. Ce que je fais là, c'est par pur plaisir, pour retrouver ces sensations que j'avais enfant lorsque mes parents me menaient très gentiment voir un film Dragon Ball Z au cinéma, chose qui ne se produisait plus en France depuis des décennies. Je le fais parce que c'est ma passion numéro 1 Dragon Ball, celle qui m'anime au plus haut point. Et cerise sur le gâteau, je peux joindre l'utile à l'agréable étant donné que je peux vous en faire un retour sur YouTube. Donc tout s'imbrique d'une manière extrêmement logique, mais ce que je vous dis là, c'est que le fait d'avoir été le voir 4 fois au cinéma, c'est d'emblée quelque chose que je ne vous recommande pas, sauf si vous êtes dans le même cas que moi. Je pense que un visionnage ou 2 pour avoir VF et VOST-FR suffiront, peu importe les conditions. Technologiquement, ce film Dragon Ball Super Héros, qu'est-ce que ça donne selon les types de projections? Eh bien la version classique VOST-FR en Angleterre faisait totalement le job. Sauf que, si vous voulez, elle n'a pas de valeur ajoutée particulière, et si vous voulez rajouter un petit peu plus de piquant à votre séance, c'est pas forcément vers celle-ci qu'il faudra se tourner. Je noterai malgré tout qu'elle avait cette fameuse teinte verte, dont j'aurais bien aimé me priver, mais je trouvais que cette expérience-là, en matière à la fois de son et d'image, était très bonne. L'expérience IMAX anglaise était monumentale. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, je ne reviendrai donc pas dessus. C'était, il me semble bien, l'expérience ultime. Du côté de la France, je me suis lancé sur l'expérience 4DX. Combinée à la VF, je me suis dit que ça serait pas plus mal de pouvoir se focaliser sur l'écoute, plutôt que de devoir lire des sous-titres en même temps que mon siège va vibrer dans tous les sens, parce que si jamais vous ne le savez pas, la 4DX, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de choses à votre séance de cinéma, ça devient presque une attraction. J'ai envie de vous dire que dans la salle dans laquelle j'étais, c'était clairement une attraction. Je pense que la seule chose qui me manquait, c'était d'avancer sur un rail et de découvrir des choses en se projetant au sein d'un tunnel ou je ne sais quoi. Mais sinon, ça avait vraiment tout l'air d'une attraction en soi. Les sièges qui bougent et qui secouent dans tous les sens, et je trouve même parfois beaucoup trop. On n'était pas beaucoup dans la salle, on n'était que 3, donc j'ai pas vraiment pu faire des constats. Mais il y a vraiment des fois où je me tenais à mon siège pour ne pas être propulsé en avant. Il y a des fois où je dérapais un petit peu pour tout vous dire, en sachant que, pour comparaison, j'avais quand même l'expérience MX 4D,
au Japon sur le film Dragon Ball Super Broly que j'avais pu tester en 2018. On m'avait déjà expliqué, mais ça m'est sorti de la tête, quelles sont les différences entre la MX 4D et la 4DX. Ce sont des technologies en tout cas qui sont réellement voisines et même cousines. Si vous voulez, les différences majeures entre les deux, c'est que la version japonaise MX 4D ne se coupe pas tellement que ça, mais par contre elle va vous envoyer pas mal de coups dans le dos, etc. lorsque les adversaires se donnent des coups. Tandis que la manière de retranscrire les coups dans la 4DX, donc française, est différente. Le siège va bouger, beaucoup de projections et moins de sensations au niveau du dos. Si vous ne connaissez pas la 4DX, vous avez peut-être déjà testé les fameux sièges un petit peu massants dans les aires d'autoroute et tout ça. C'est ce genre de sensation, cette boule un petit peu qui arrive dans le dos, sauf que là elle arrive avec beaucoup de force pour faire sentir le coup. Et bien dans la 4DX française, je ne l'ai pas trop ressenti, mais par contre énormément de mouvements de projection, secoués dans tous les sens, parfois de manière justifiée, comme lorsque la voiture du ruban rouge va tournoyer sur elle-même, comme lorsqu'il y a des combats intenses, mais parfois pas du tout. Parfois j'avais l'impression qu'ils en faisaient beaucoup trop. Lorsque l'on voit la scène entre Pan et Piccolo assez calme dans cette sorte de forêt clairière aux abords d'un lac près de la maison de Piccolo, on voit simplement un gros poisson très Dragon Ballesque qui fait un bond en dehors de l'eau. Eh bien le siège s'est mis à virevolter dans tous les sens. Franchement, je n'ai pas compris. Donc parfois c'était pertinent, parfois pas du tout, et du coup, vu qu'on a l'impression que le fauteuil est réglé tout le temps à fond, eh bien on perd le ressenti de l'échelle des puissances ou des mouvements qui ont lieu. Si pour une simple bête action d'un poisson, le siège se met à tournoyer, que peut-on faire de plus lorsque le boss final se bat face aux héros qui sont dans leur forme ultime? Eh bien c'est la même chose. C'est la même force au niveau des sièges, sauf que ça le fait de manière plus longue, plus répétée, peut-être plus vivace, mais pas plus intense. Il y a donc un souci d'équilibrage à ce niveau-là, et je pense que le juste milieu n'est ni au Japon, ni en France, mais en fait entre les deux. Au Japon, j'aurais aimé être secoué un petit peu plus, parce que quand même, le combat est très bestial dans le film Dragon Ball Super Broly, alors que le style de combat dans Super Hero est beaucoup plus martial. Eh bien, j'aurais préféré moins de secousses et plus de ressenti, sans non plus me faire exploser le dos ou les jambes, mais pouvoir comprendre où sont les impacts, les vivre avec eux, et pas forcément avoir l'impression d'être dans les montagnes russes constantes. Et il y a des fois, par contre, où ces remous vont s'apaiser, et vont apporter presque une énergie en fait à la séance. On a sur les côtés des énormes ventilateurs qui projettent de l'air, ce qui peut renforcer l'esprit d'une clairière, les effets météorologiques. On va avoir des projections d'eau lorsqu'il pleut. Lorsqu'un personnage va s'effondrer dans de l'eau, on va également être projeté avec de l'eau. Et donc je trouve que au niveau de l'action, c'est sympathique pour le côté attraction, mais c'est quand même disproportionné. Pour le côté ambiance, c'est extrêmement bien réussi. Lorsque Pan nous montre qu'elle apprend à voler et qu'il y a des petites feuilles qui s'élèvent autour d'elle pour nous montrer justement cela, eh bien on ressent ce souffle, cette poussée en même temps que Pan. Lorsqu'un Saiyan se transforme en Super Saiyan, on va avoir de l'air chaud qui nous est propulsé dans la nuque pour ressentir le ki directement. Donc il y a des aspects vraiment très judicieux, d'autres beaucoup moins. La technologie dans son ensemble est réussie, mais je dirais que, hormis cette notion d'équilibrage dont je discutais, il y a certains aspects qui sont carrément à revoir. La fumée est totalement ridicule. Mettre une petite box qui fait de la fumée en plein milieu de l'écran, qui ne va justement envoyer de la fumée qu'au milieu de celui-ci, qui va avoir pour effet de gâcher la visibilité et même de gâcher la vision du réalisateur, parce que très souvent les effets visuels, les brumes, les fumées, etc., elles ne sont pas mises en plein milieu du personnage. Lui est très clair. Lorsque Gamma 2 s'attaque à Piccolo, à un moment, on l'a tous vu dans le trailer, il va y avoir une énorme vague de fumée suite à une explosion. Gamma, au milieu, est facilement visible. C'est autour qu'il y a de la fumée. Eh bien, la boîte à fumée de la 4DX, rien qu'à la voir, ça fait très bazar, là on achète les pétards avec une tête de tigre, mais en plus, elle va envoyer de la fumée uniquement au milieu. Je pense qu'il aurait été plus judicieux d'avoir 4 dans les 4 coins, peut-être, voire même au niveau de tous les contours, de la fumée, qui soit projetée de manière diffuse, qu'elle soit calculée pour ne pas réellement atteindre le milieu de l'écran, mais venir, justement, se confondre avec la fumée qui est projetée par exemple dans l'anime Dragon Ball Super Super Hero. Et là on aurait une sensation de réalisme. Pareil pour les éclairs. Les éclairs ce sont juste des espèces de petits flashs lumineux, côté gauche, côté droit, en haut, c'est pas très visible. Et à la limite je trouve qu'une projection en salle Ice de chez CGR, qui n'est pas du tout de la 4DX, fait beaucoup mieux le job pour renforcer ces effets lumineux qui viennent nous entourer dans l'espace que ces petits effets de pacotille qui nous proviennent de la 4DX. Je préfère préciser un point par rapport à l'eau. Alors c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se recevoir de l'eau, on se sent vraiment projeté dans cette ambiance-là. À un moment, il va y avoir des conditions climatiques relativement difficiles lorsque Gohan se bat en pleine nuit. La pluie, le vent, on le ressent totalement, on est plongé, vraiment je ne peux pas vous dire le contraire, on y est. Mais par contre, je me suis posé une question. On était 3 dans la salle, et pourquoi est-ce que tous les fauteuils projetaient de l'eau? Certes, il y a un bouton
pour activer ou désactiver les projections d'eau, mais ça c'est quand quelqu'un est assis dessus à payer sa place, il peut venir la régler. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une forme de système relativement intelligent qui détecterait si les places sont prises ou non? Surtout que ce sont des sièges qui sont réservés avec les numéros et les lettres, donc on sait déjà à l'avance qui est dessus, il n'y a même pas besoin de ce système-là, et que l'on désactive les projections d'eau qui ne servent à rien. Pareil pour les projections un petit peu brumisantes, etc. Pourquoi faire ce gaspillage d'eau? Déjà, payer sa place en KDX pour se faire projeter de l'eau juste pour voir un film, c'est pas top pour l'écologie, je le concède. Mais si en plus personne n'en profite, et que l'écrasante majorité de la salle n'en profite pas vu qu'il n'y avait que 3 sièges de prix, je trouve que ça devient du très très grand gâchis. Je ne pense pas être un exemple en matière d'écologie, mais je pense que quand même il y a certains cas qui peuvent être affligeants et celui-ci en fait partie. En matière d'image et de son, eh bien je pensais tomber dans une salle de fou. Eh bien non, c'était une salle classique, même une salle relativement bas de gamme du cinéma, qui a été remixée en 4DX. Ils y ont mis les sièges qui bougent et tout ce qui va bien, mais au final, l'écran est plutôt petit. Il diffusait une image, c'est vrai quand même très bonne, j'ai trouvé vraiment impeccable, c'était peut-être même la taille parfaite pour apprécier de la résolution du film, etc. Il n'y avait pas la teinte verte, donc c'était vraiment cool et j'ai vu la différence, même si j'avais pas les deux écrans côte à côte, j'ai vu la différence. Je me suis dit, ah là, il y a quand même quelque chose de mieux, il y a une colorimétrie qui est respectée, chose qui ne l'était pas avec du recul en Angleterre. Au niveau du son, eh bien c'est moins bon que la projection classique que j'ai pu avoir en Angleterre en VOST-FR. Ça reste beaucoup mieux que sur les projections de Dragon Ball Super Broly en 2019 en France, donc je salue malgré tout l'effort. Le master audio qui a été fourni au cinéma français est bien meilleur que pour Broly. Dans Broly en France, on n'entendait quasiment jamais les musiques, alors que pourtant elles existent bel et bien, et elles sont vraiment de qualité. Si vous l'avez vu sur Amazon Prime, en Blu-ray, etc., vous savez de quoi je parle. Donc là, il y a quand même nettement du mieux, mais force est de constater que l'équilibrage était pas au top, et que les voix restaient plus que prédominantes, et que même si les musiques étaient franchement bien audibles, eh bien, elles ne l'étaient pas dans toute leur ampleur, et certains détails audio passaient quasi totalement à la trappe. Au final, même si j'ai soulevé beaucoup de défauts, je vous dirais que j'ai bien apprécié la KDX, reste alors le cas de la VF, et je l'ai trouvé vraiment de très très bonne facture. Je pourrais presque vous dire que je l'ai trouvée excellente. L'excellence n'est pas la perfection. Contrairement à la version originale japonaise qui est maîtrisée du début à la fin, sans aucun accroc, avec l'intégralité des personnages du casting qui est bien positionné, je pense que la VF a encore de quoi faire pour s'améliorer. Je pense que certains choix de casting ne sont pas les meilleurs, on sent que certaines voix sont un petit peu recyclées, on sent que telle personne va faire 2-3 petits rôles à la fois lorsqu'il faut juste doubler les voix de l'un ou faire les cris de l'autre. Certaines nouvelles voix peuvent venir déranger, telles que celle de Krillin. Malheureusement, sa comédienne de doublage originelle est décédée, elle a été remplacée. Mais je trouve qu'en matière d'écriture, d'adaptation, de synchronisation labiale, parce que là on part d'une 3D qui va moduler tous les mouvements de bouche par rapport aux propos qui sont dits en japonais. Tandis que quand un animé ou un film est en 2D, c'est très rare qu'on ait de la synchronisation labiale. Donc ça faisait un job en plus pour la VF, pour la retranscription la plus fidèle possible, même s'il y a 2-3 aspects du film original qui passent à la trappe en VF et c'est dommage, mais dans l'ensemble on est vraiment très fidèle au produit d'origine, aux intonations, au ton posé par le film. C'est très rassurant aussi de voir le film en VF par rapport au trailer. À l'écoute du trailer français, j'avais l'impression que, à part Piccolo, aucun des rôles n'était dans ses baskets au moment du tournage. Lorsque l'on va voir le film en VF, on est pleinement rassuré. Les voix de Magenta, de Carmine et le jeu d'acteur qu'il y a derrière correspondent très bien. Ce sont des personnages qui sont un petit peu moins Dragon Ballesques, je trouve, dans la manière dont ils s'articulent entre eux, Magenta, Carmine et Do, et donc ils leur ont donné au doublage quelque chose qui fait un petit peu plus dessin animé classique que l'on pouvait retrouver quand on était enfant en allumant la télévision au hasard. On sent qu'il a cet héritage-là justement de ces dessins animés d'époque. Certaines voix d'époque sont dans le film d'ailleurs. Avoir enlevé Trunks à Brigitte Lecordier était pas une bonne idée du tout, je trouve. J'ai l'impression que Brigitte Lecordier module sa voix sur Goten et qu'elle ne le fait plus vraiment comme avant. Elle le fait presque plus comme un Trunks, ça me dérange un petit peu aussi. Sa C18 est vraiment pas mal, très ressemblante à ce qu'elle faisait à l'époque, c'est dans le ton. Brigitte Lecordier a aussi perdu Videl, ce n'est plus elle qui l'a fait, ça fait bizarre de l'entendre avec une autre voix, alors que la personne est là, disponible et en bonne santé, on lui souhaite que ça perdure. Ce qui m'a rassuré par rapport au trailer, ce sont Goku et Vegeta, surtout Vegeta que je trouvais à côté de la plaque dans le trailer, mais dans le film, Vegeta est au summum, vraiment, c'est du Vegeta tel qu'on l'a connu à l'époque. Goku est droit dans ses bottes, mais de temps en temps j'ai l'impression que Patrick Borg tente de se positionner sur le ton de Masako Nozawa. C'est ce qu'il doit faire, c'est son job. N'importe quel comédien de doublage vous le dira.
mais parfois un petit peu trop. Sur certains rires, si vous regardez la scène post-crédit du film, etc., vous verrez qu'il tend à ressembler à ce que fait Masako Nozawa, alors que Patrick Borg avant l'aurait doublé plutôt à sa manière ce rire-là, avec son propre timbre de voix. Des nouvelles têtes, ou plutôt des nouvelles voix qui font plaisir, telles que Gamma 2 et Donald Renew. Je savais qu'il était un comédien de talent, il n'y a aucun souci sur ça, sa voix fait grandement le taf sur Spider-Man et j'en passe, mais je me demandais ce que ça pouvait donner ici, et il a réussi à donner vie à ce rôle comme il le fallait. Pan est pour moi un succès dans ce film-là, parce que très proche de ce qui est fait dans la version japonaise. Je vous parlais des rires de Patrick Borg et Masako Nozawa, ça me dérangeait qu'il se rapproche de la version japonaise. Eh bien, à contrario pour Pan, qui par nature est un personnage qui doit forcément avoir une voix fine, plutôt aiguë et légère, eh bien, voir que la VF s'en rapproche, notamment dans les intonations et dans les rires, m'a ravi au plus haut point. Alors on ne va pas tous les passer en revue, Bulma était d'ailleurs magistrale, mais j'aimerais vous parler de Gohan, Marc Lesser, et de Piccolo, Philippe Ariotti. Et je vous le dis vraiment pas parce que Philippe Ariotti est passé en interview sur ma chaîne YouTube, je vous l'aurais dit si pour moi il y avait un raté ou quoi que ce soit. Pour moi, Piccolo en VF porte ce film-là. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, au contraire, je viens de vous en faire l'éloge. Mais à mon sens, le fait de retrouver Philippe Ariotti sur un rôle quasi principal de ce film, d'ailleurs il est crédité en tête de liste de la VF, donne une dimension à Piccolo que l'on a rarement eu auparavant dans Dragon Ball. Ça fait partie pour moi de ses meilleures prestations sur Piccolo, et sûrement parce que le rôle est poussé en avant. Sa voix, sa manière de poser, ses respirations, les temps, tout est à un niveau de maîtrise royal. Lorsque j'écoute Piccolo s'exprimer dans cette VF, c'était réellement pour moi du grand art. Le cas Gohan me faisait pas mal peur. À l'écoute des trailers, Marc Lesser, bien sûr, qui est derrière, qui nous a fait du Broly, du Mirai Trunks, qui fait du Joey dans la série Friends, enfin beaucoup de rôles, et c'est un très bon comédien également. Il avait vraiment géré, je trouve, sa prestation sur Broly en 2018. Il est de retour sur Broly. Il essaie de le différencier au plus possible d'ailleurs de Gohan dans ce film super-héros. Il va beaucoup se calibrer sur ce que fait Bin Shimada en japonais sur Broly, même sur des cris qu'il aurait peut-être pas fait de manière naturelle. Mais du coup, sur Gohan, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est plutôt 50-50 dans ce film-là. Sur une bonne première moitié, 2 premiers tiers du film, ce Gohan ne m'a pas paru convaincant. Alors attention, le jeu d'acteur, l'implication de Marc Lesser n'est pas à remettre en question, pas du tout. Mais je trouve que le timbre de voix qui a été accordé à Gohan, qui de base ressemblait beaucoup à celui de Trunks du futur, on s'en rappelle tous, eh bien est devenu beaucoup trop grave, beaucoup trop ressemblant en fait à ce que Marc Lesser a produit sur Broly en 2018. Et on avait l'impression que c'était normal que Broly ait une voix plus lourde que celle de Gohan. De par son histoire, son passé, sa carrure, la manière de se battre, tout collé avec l'interprétation de Marc Lesser en 2018. Mais là, sur Gohan, j'ai eu du mal à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce une demande du directeur de plateau ? Est-ce venu d'un commun accord pour le différencier d'un autre personnage? Voulait-il apporter plus de maturité à Gohan car il a pris quelques années? Mais le truc, c'est aussi que l'on connaissait déjà Gohan via Dragon Ball Z, qui est plus âgé qu'à la période super-héros, au niveau du 28e tournoi des arts martiaux, et il avait la voix qu'on lui connaissait plutôt en légèreté. Donc une voix qui s'est clairement assombrie pour ce Gohan, et comme je vous le disais, vers la deuxième moitié, dernier tiers du film, vous allez retrouver votre Gohan des années 90. Il reprend quasi à l'identique son timbre de voix habituel. Alors je me disais que la voix de Marc Lesser s'était aggravée avec le temps, ce qui est tout à fait soit naturel, ou alors ça peut être causé par des sources un petit peu externes. Patrick Borg nous a souvent dit que sa voix s'assombrissait à cause de la cigarette. Mais je tenais vraiment à vous le signaler, parce que si vous avez bien la voix de Gohan en tête, vous risquez d'être décontenancé à son écoute. Et donc, malgré tous ces points perfectibles de la VF, je trouve vraiment qu'elle a quelque chose à apporter, je trouve qu'elle est meilleure que celle du film Dragon Ball Super Broly. Pourtant, vous savez que je préfère le film Broly à Super Héros, c'est pas un secret sur cette chaîne. Mais en matière de VF, celle de Super Héros me paraît beaucoup plus réussie. J'ai commencé comme toutes les personnes de ma génération, avec Club Dorothée et j'en passe, avec de la VF à outrance, que j'ai vraiment adoré, qui est resté ancré dans ma mémoire. Puis en grandissant, je me suis tourné largement vers la VO sous-titrée, beaucoup plus donc accro à ce qui s'est fait en japonais, à ce qui peut être transmis comme émotion dans la voix. Et justement, malgré ce virage que j'ai pu prendre, ce retour vers la VF m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup plus que sur la série animée Dragon Ball Super, ou même que sur le film Broly. Et pour clôturer l'expérience française, l'IMAX en VOST-FR, alors c'était une bonne expérience, même une très bonne expérience, mais pour moi, malgré l'absence de teinte verte, c'était incomparable avec l'IMAX anglais qui était gigantesque avec toutes les technologies monumentales, etc. J'ai trouvé que pour un IMAX, c'était pas forcément la qualité d'image et d'écran à laquelle j'étais en droit de m'attendre.
Le son était meilleur que durant la projection 4DX, mais avec les mêmes défauts d'équilibrage que j'ai déjà cités, donc je trouve ça dommage d'aller dans une expérience premium de ce type-là si tout n'est pas vraiment maxé, vous voyez ce que je veux dire? Gros point fort et positif dans cette salle IMAX, la qualité de l'assise, des sièges, des fauteuils, vraiment quelque chose de nettement plus spacieux, de beaucoup plus confortable, avec les sièges réglables, beaucoup plus d'espace pour les jambes, c'est très important pour moi. J'aime pas avoir les genoux au menton lorsque je regarde un film, mais bon, c'est cette séance-là que j'ai fait en dernier, et je vous avoue que j'aurais pu m'en passer, en tout cas, en ayant vu les 3 premières, ça c'est une certitude. Résultat des courses, si vous prévoyez, anticipez d'aller voir ce film en France, et que vous n'allez le voir qu'une seule fois, je vous conseillerais forcément d'aller vers l'expérience originelle, à savoir la VOST-FR. Si vous ne le voyez qu'une fois, je vous déconseille la 4DX. Je pense que la 4DX c'est plutôt dans un second temps. À ce niveau-là, vous allez donc vous dire qu'il faudrait peut-être partir sur une projection classique. Et bien sûr, tout dépendra du budget que vous y allouerez parce que le cinéma affiche des tarifs quand même assez exorbitants. Mais là, en tout cas, à vue de nez s'offre 2 options, la classique ou la IMAX. Mais vous avez vu que j'ai trouvé la classique, telle que son nom l'indique, basique, et la IMAX plutôt décevante en France. Alors que faire? Eh bien, je me dis, même si je ne l'ai pas testé, mais je me fie à mes souvenirs de DBS Broly, que peut-être des séances un petit peu alternatives, qui proposent des prix relativement corrects, tels que le ICE, que j'ai pu citer des salles CGR, pourrait faire l'affaire au film pour avoir une meilleure qualité d'assises, de salle, de son, tout en profitant de la VOST-FR dans des bonnes conditions, sans non plus avoir à se ruiner. Je pense que ça peut être une très très bonne alternative. En tout cas, si vous devez faire un visionnage unique, je vous conseillerais de pas trop aller dans les options et de prendre une VOST-FR. Après, il faudra voir aussi si vous y allez avec les enfants, la VOST-FR c'est pas forcément pratique. Pour chaque situation, son propre cas de figure. Dans un second temps, si pourquoi pas vous vous dites que vous voulez aussi tenter l'expérience VF, eh bien je pense que malgré ses défauts, la séance en 4DX va vous apporter la sensation de vivre une sorte de ride, tel que c'était dit dans la promotion du film par Akira Toriyama. On a vu un mot officiel qui nous disait d'apprécier un petit peu le voyage, etc. Vous allez explorer ce film Dragon Ball Super Héros si vous le vivez en 4DX. Vous allez être porté par ces mouvements de salle, tous les effets qui y sont ajoutés, et vous allez vraiment vous plonger au cœur de l'expérience. Par contre, il faudra avoir le cœur un petit peu accroché. Je vous avoue que j'ai un petit peu flippé par rapport à mes soucis de santé, etc. Heureusement, ça a passé parce que je savais que la projection MX4D japonaise avait bien fait le job pour moi, ça secouait pas trop. Mais si je me fais shaker dans tous les sens, ça peut vite dériver pour moi. Ça va, ça a tenu, mais franchement, je pense que j'étais un petit peu comme Goku en fin du tournoi du pouvoir. J'étais en train d'outrepasser mes limites face à la 4DX. J'étais vraiment remué dans tous les sens. Donc si vous avez des soucis en matière de vertige, d'équilibre, c'est forcément une expérience sur laquelle il faudra tirer un trait, mais si vous pouvez vous le permettre, et je ne parle pas que d'argent, je parle également de votre santé, de vos capacités personnelles, de votre sensibilité, je pense que ça peut être une très très belle deuxième et seconde expérience VF 4DX, un très joli compromis, mais que je déconseille vivement en tant que première expérience. Ça va vous dénaturer le film, et vous n'allez pas l'apprécier du tout. Et quand je parle d'appréciation, c'est bien sûr au sens large du terme. Une appréciation peut être positive et négative. C'est donc assez déçu par l'IMAX dans cette salle française, dans un très très beau cinéma d'envergure, que je conclue cette vidéo là. Je m'attendais à quelque chose d'assez exceptionnel, ça n'a pas vraiment été le cas. Et en matière de technique autour de ce film là, eh bien je serais très curieux désormais d'avoir une autre version de celui-ci. Celle-ci, il faudra patienter pour pouvoir se la procurer. J'espère qu'elle nous parviendra en France. C'est la version 4K Blu-ray. C'est quelque chose d'assez rare et exceptionnel qu'un film d'animation japonaise nous parvienne en 4K. Le film Broly était en 1080p. Celui-ci a été annoncé comme ayant la 4K au Japon. Pour le reste du monde, ça n'a pas été précisé, j'espère que ça ne dérogera pas à la règle. On se profile très sûrement vers un upscale 4K qui aurait été donc fait par une intelligence artificielle ou quelque chose de la sorte. Il est très rare qu'une société, même des grosses sociétés d'animation, Pixar, etc., font le rendu de leur film directement en 4K, mais malgré tout, je me trouve curieux de voir ce que cela peut donner, et pourquoi pas aussi d'avoir une version plateforme de type Amazon Prime sur laquelle se trouve le film Broly pour le moment, qui pourrait nous le diffuser en 4K. Selon la taille de nos écrans à disposition chez nous, on pourrait peut-être avoir là le ratio parfait pour poser nos yeux sur le film. Je vous précise en cette fin de vidéo que les 2 projections étaient quasiment vides, une 4DX où on était 3, l'IMAX dans lequel on devait être 5 ou 6 à tout casser. J'avais zappé l'avant-première parce que j'avais vu sur le site du cinéma qu'elle était complète, je voulais être au calme, je l'ai eu. C'est quand même de la peine de voir qu'un film Dragon Ball n'est pas suivi autant. À mon sens, c'est forcément dû à tout un tas de facteurs combinés. On pourra peut-être s'en parler dans une vidéo d'ailleurs séparée, les pourquoi du comment ce film ne fonctionne, en tout cas selon moi, et ça serait intéressant d'avoir votre retour en commentaire à ce sujet. Et puis même constat assez triste aussi que je fais, le même qu'en Angleterre, je vous avais dit dans ma première vidéo de review, qui elle s'attardait sur les qualités et défauts intrinsèques au film. Eh bien je vous disais que j'étais attristé de voir que les cinémas ne mentionnaient pas ce film-là,
qu'il y avait des affiches de films qui n'étaient plus diffusées dans les cinémas, mais pas celles du film super-héros, eh bien, même constat. Ici en France, le film est sobrement mis en avant, pas plus que cela. Je me rappelle, pour le film Dragon Ball Super Broly, ce même cinéma était totalement décoré aux couleurs de Broly. Là, ce n'était vraiment pas le cas. Pour tout vous dire, il était décoré aux couleurs de Jack Mimoun. Donc bon, ça fait un petit peu bizarre, je vous le cache pas, et je ne pense pas que cela puisse aider à informer les personnes qui pourraient, le grand public, parce que c'est le grand public qui fait du chiffre, à se rendre en salle. Mes très chers devins, j'espère vous avoir informé du mieux que possible. Vous me direz sur quoi s'est porté votre choix pour aller visionner ce film, si vous avez été le voir au cinéma. Si vous allez le voir, est-ce que ça vous aide un petit peu à affiner vos choix? Peut-être que je vous ai rassuré sur la VF, peut-être que je vous ai mis un petit froid par rapport à l'IMAX. Vous me direz tout ça en zone commentaire. Merci vraiment pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.